Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va visionner une autre que j'ai faite il y a quelques années qui s'appelle Ma relation compliquée avec mon corps, qui à l'époque avait fait pas mal parler et surtout qui avait résonné chez énormément de personnes qui l'avaient regardée. Je sais qu'on était beaucoup à partager les choses dont je parlais dans cette vidéo et aujourd'hui j'aimerais la revoir avec quelques années de recul et surtout avec une grille de lecture que je n'avais pas avant, puisque énormément de choses que je décrivais dans cette vidéo finalement aujourd'hui me paraissent plus évidentes à comprendre. Elles portent un nom, ce sont des symptômes de certaines choses en fait que maintenant je conçois comme étant notamment du stress post-traumatique. Donc les personnes qui ont du mal avec ces thématiques là, avec les thématiques autour de la violence, autour des difficultés liées aux troubles mentaux, etc., aux auto-agressions que l'on peut se faire quand on a été victime de X ou Y violence, sachez que dans cette vidéo, voilà, c'est des sujets qui vont être abordés. Je le précise parce que même si pour moi c'est assez habituel de parler de ça, parce que c'est un peu genre un sujet en filigrane dans la plupart de mes vidéos, je sais qu'il y a des personnes qui des fois s'attendent pas à ce qu'on parle de trucs aussi violents comme ça out of nowhere, parce que je débarque avec un grand sourire en mode tout est normal, alors qu'en fait on va parler de trucs qui sont hyper intenses. Donc voilà, je préfère te prévenir, on va parler de rapport au corps, de rapport à la sexualité, de rapport à la violence, etc. Et surtout mon but ici c'est de poser une grille de lecture qu'à l'époque je n'avais pas, et du coup d'expliquer ce qui avant me paraissait incompréhensible avec du coup quelques années de recul et des vraies explications qui me paraissent très sensées aujourd'hui et qui m'ont permis du coup d'aller beaucoup mieux. Et j'avoue que j'ai pris du temps avant de me lancer à faire cette vidéo, ça fait des mois que j'ai envie de la faire, mais juste comme maintenant ça va vraiment mieux, comme maintenant je trouve vraiment de la sérénité dans ma vie, j'ai un rapport beaucoup plus sain avec moi-même et juste de manière générale je me sens beaucoup plus stable et beaucoup plus apaisée, et justement j'arrête de faire plein de choses qu'avant je faisais sans m'en rendre compte. J'avoue que revenir sur tout ça, ça risque de me remuer un petit peu, des fois j'aimerais entre guillemets oublier que ça a existé, mais le but de cette chaîne c'est justement de montrer un parcours d'évolution, une progression dans ma réflexion et dans mon rapport au monde, à moi-même, etc. Et donc voilà, le but de cette vidéo c'est que si toi tu t'es reconnu à cette époque quand j'avais fait cette vidéo, peut-être qu'aujourd'hui tu puisses avoir des outils de compréhension. Si ce sont les mêmes que moi, tant mieux. Si c'est d'autres outils, n'hésite pas à les partager aussi, comme d'habitude dans la bienveillance et le respect. Le but de ces vidéos c'est d'être dans le partage et dans la compréhension au fur et à mesure des années qui passent, de choses que l'on vit tous et toutes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi te présenter le sponsor du jour, qui est la marque Evenco, dont je t'ai déjà parlé dans une précédente vidéo et que vraiment je te recommande parce que je l'adore. La marque Evenco est une marque de culottes menstruelles qui permettent de remplacer totalement les serviettes et les tampons et qui garantissent une protection pendant 12 heures, même pour les flux les plus abondants. Ceux qui font partie de cette team, vous savez. Moi, clairement, quand j'étais plus jeune, je devais mettre une alarme pendant la nuit pour pouvoir changer de serviette tellement j'ai un flux intense. Et là, franchement, je peux passer une nuit sans problème avec ces culottes. Elles sont vraiment top. Perso, depuis que j'utilise ces culottes menstruelles, je ne peux plus m'en passer parce que vraiment la matière est hyper douce. Je trouve que la coupe des modèles est très jolie. En fonction des vêtements qu'on a envie de porter, on peut trouver des modèles adaptés. Donc en termes d'esthétique, je trouve que le modèle tanga est le plus joli. En tout cas, c'est celui que je préfère le plus. Mais en termes de confort, ça va être plutôt le boxer que j'ai découvert plus récemment et qui vraiment fait super bien le taf. Ce que j'aime bien aussi, c'est que je n'ai pas la sensation que les coutures sont inconfortables, parce que ça a pu m'arriver de tester des modèles de culottes de règles qui, vu qu'on les porte très longtemps, me donnaient la sensation d'être un peu serré au niveau des extrémités quoi. Et là pas du tout, c'est complètement invisible sous les vêtements. Je les utilise notamment au sport avec des leggings et tout, et c'est vraiment pas un souci. Et juste en fait la tranquillité que ça apporte de juste enfiler une culotte et de plus y penser pendant plusieurs heures, vraiment c'est top. En plus c'est une marque française qui produit de manière éthique, du coup n'hésite pas à tester ces culottes si c'est pas encore le cas, et tu verras qu'une fois que ce sera fait, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc je t'invite à profiter de la plus grosse promotion de l'année sur le site de Evenco à l'occasion du Black Friday, qui t'offre moins 70% de réduction sur toutes les culottes du site. Il n'y a pas besoin de code promo, tu peux juste utiliser le lien qui sera dans la description, et voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir du coup rentrer dans le vif du sujet. La vidéo dure bien 31 minutes, alors je vais pas tout garder au montage, je vais juste me contenter des extraits les plus pertinents selon moi. Et si tu l'avais vu à l'époque et que tu as eu un cheminement similaire ou carrément différent du mien, n'hésite pas à en faire part, parce que voilà, ici je suis pas là pour établir des vérités absolues et étaler ma science infuse, parce que ça n'existe pas. Je suis là pour parler à partir de mon expérience et des connaissances que j'ai acquises sur les années, qui sont quand même des connaissances assez solides, mais en plus de ça, entre temps j'ai acquis des nouveaux outils de compréhension, notamment autour du psychotraumatisme et de la dissociation. Donc voilà, il se peut que j'interprète les choses encore d'une manière assez biaisée, et si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ton avis sur la question. En tout cas ça m'intéresse, voilà. Aujourd'hui je vais te parler de la relation compliquée que j'entretiens avec mon corps, avec mon enveloppe physique, puisque j'ai eu énormément de prise de conscience
très douloureuse et très profonde sur cette relation compliquée justement, et je voulais te parler des causes et des conséquences, du pourquoi, du comment j'ai autant de mal à faire cohabiter mon esprit et ma chair dans ma personne. Je sais, ça peut être un peu confus là tout de suite, mais t'inquiète, tu vas comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que je vais parler de choses qui sont très sensibles, notamment de traumatisme dans la sphère intime et de violences en tout genre dans plein de sphères différentes. Et de violences misogynes, donc voilà. Bon, déjà on voit dès le début de la vidéo que j'ai conscience du fait que le résultat de ma relation éclatée avec mon corps vient quand même d'une source de violence. Donc ça c'était déjà assez clair pour moi, mais c'est quelque chose qui m'avait déjà pris beaucoup de temps à réaliser à l'âge de ma jeune vingtaine, parce qu'avant en fait pour moi c'était juste normal d'avoir les relations intimes que j'avais à l'époque, d'agresser mon corps comme je l'agressais à l'époque et de vivre des états intérieurs horriblement douloureux parce que je pensais qu'en fait c'était le cas de tout le monde. Donc heureusement à cette époque-là j'avais déjà capté que ça venait d'une source de violence et que c'était pas normal. Moi je constate le fait que j'ai du mal à me sentir exister dans mon physique. J'ai l'impression en fait que cette enveloppe qui est mon véhicule quotidien, qui est le vecteur d'énormément de choses, et m'est étranger. J'ai l'impression que j'ai du mal à réaliser que ça c'est bien moi et que ce corps m'appartient. Et du coup, je sens ce décalage et cette sorte de dissociation entre mon esprit et mon physique qui me pose énormément de problèmes et qui dure depuis un certain temps. Une des choses du coup qui m'handicape le plus au quotidien, c'est cette sensation justement d'être une sorte de masse pensante qui fonctionne 24 heures sur 24 à haut régime, vraiment comme une machine qui arrête pas de tourner. Et donc c'est un peu comme si je me voyais constamment de l'extérieur. Comme si j'arrivais pas à faire un avec ma personne et me dire je suis moi, je suis ça et je vis maintenant tout de suite ce moment, mais comme si j'étais sur un mirador comme ça, constamment en train de me regarder, en train de me juger, en train d'analyser, en train d'interpréter tout ce qui se passe en fait, autant sur le plan physique que psychique. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je décris tout simplement ce qu'on appelle la dissociation traumatique. Aujourd'hui, je sais ce que c'est parce qu'entre-temps, j'ai eu le temps de me renseigner, d'avoir des ressources et d'avoir accès à un tas de thérapies différentes qui m'ont permis de mieux capter ce qui se passait à l'intérieur de ma tête et de mon corps. Et notamment, récemment, je suis en train de lire un des bouquins les plus pertinents sur le sujet qui s'appelle Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, qui parle du coup de l'impact du psychotraumatisme sur le cerveau, l'esprit et le corps et qui décrit à la perfection d'un point de vue justement médicalo-scientifique ce que j'explique là en fait en termes de symptômes. Moi à l'époque je voyais ça comme un symptôme purement dépressif et je savais que j'avais toujours été plus ou moins comme ça, mais c'était accentué par ma période que je vivais à ce moment-là, qui était une des pires de ma vie d'ailleurs, et je me rendais pas compte qu'en fait j'étais dans un état de survie continue. Pour mieux m'expliquer, je vais te lire juste un passage du livre que je viens de mentionner parce qu'il est hyper pertinent et un jour je t'en ferai la revue quand j'aurai le temps parce que j'ai en attente la fin de 13-12 raisons d'abolir la police. Ensuite, il faut que je te fasse la revue de l'infantisme et après celle du corps n'oublie rien. Donc bref, j'ai du pain sur la planche. Je vais te lire juste un extrait à partir de la page 130 qui parle des animaux, mais qui en réalité explique énormément de choses sur le comportement humain puisque nous partageons énormément de points en commun avec nos amis les bêtes, n'est-ce pas? Donc il nous parle du travail de Charles Darwin et il nous dit que ce dernier observe que les humains partagent certains signes physiques de l'émotion animale. Par exemple, avoir la chair de poule quand on a peur ou montrer les dents quand on est en colère. Selon Charles Darwin, du coup, ça, c'est des vestiges indéniables d'un long processus d'évolution. Pour Darwin, les émotions des mammifères sont fondamentalement ancrées dans la biologie. Elles sont la source de motivation indispensable pour amorcer l'action. Les émotions donnent forme et direction à tout ce que nous faisons et leur expression principale passe par les muscles du corps et du visage. Jusque-là, rien de nouveau. Ces mouvements physiques et faciaux communiquent aux autres notre état mental et nos intentions. Les signes de la colère et les postures menaçantes les invitent à reculer. La tristesse attire l'attention et la sollicitude. La peur signale l'impuissance ou prévient d'un danger. Bref, en gros, il nous dit que les émotions servent à comprendre le lien social, quoi. Genre, si t'arrives à comprendre les émotions de la personne qui est en face de toi, tu peux adapter ton comportement et inversement, cette personne, elle capte les émotions que tu lui transmets et peut adapter son comportement. On perçoit d'instinct la dynamique entre deux personnes rien qu'à leur état de tension ou de détente, à leur ton ou à leur posture, à leur physionomie changeante.
Si on regarde un film dans une langue étrangère, on peut toutefois deviner la nature du rapport entre les personnages. On peut déchiffrer des attitudes chez les autres mammifères, chiens, singes ou chevaux, de la même manière. Darwin poursuit en observant que l'objectif premier des émotions est d'amorcer un mouvement qui restaure la sécurité et l'équilibre physique de l'organisme. Sur l'origine de ce que l'on appellerait aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique, Darwin souligne que l'évitement ou la fuite face au danger sont clairement les fruits d'une évolution permettant la survie de chaque organisme. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de stress, c'est bien pour notre survie que de fuir une situation ou de l'éviter pour justement survivre. Sauf que, toutefois, une prolongation excessive de ces comportements desservirait l'animal en ce que la préservation de l'espèce tient à la reproduction qui, à son tour, dépend des activités d'alimentation, de recherche d'abri, d'accouplement, activités qui sont toutes les réciproques, c'est-à-dire les opposés, de la fuite et de l'évitement. Est-ce que tu vois où il veut en venir? En d'autres termes, si un organisme est bloqué continuellement en mode survie, son énergie se concentre sur la lutte contre des ennemis invisibles, ne laissant aucune place pour l'alimentation, l'amour, l'autoprotection, etc. Pour les hommes, cela signifie que tant que leur esprit se défend contre des vagues attaques, leurs liens les plus étroits sont menacés, de même que leur aptitude à imaginer, à prévoir, à jouer, à apprendre et à tenir compte des besoins des autres. Darwin a également écrit sur les liens entre le cerveau et le corps, que l'on continue d'explorer aujourd'hui. Il remarque que les émotions fortes frappent non seulement le cerveau, mais aussi les entrailles, car le cœur, les intestins et le cerveau communiquent intimement via le nerf parasympathique qui joue un rôle crucial dans l'expression et la gestion des émotions chez les hommes et chez les animaux. Tant qu'on perçoit les émotions avant tout dans sa tête, c'est-à-dire qu'on les rationalise, on peut rester assez maître de soi. Mais avoir l'impression que sa poitrine est écrasée ou qu'on vous a frappé à l'estomac est quelque chose d'insupportable. On fera n'importe quoi pour y mettre un terme. S'accrocher désespérément à un proche, s'insensibiliser par des médicaments ou de l'alcool, se scarifier pour remplacer ses émotions par des sensations définissables. Combien de problèmes de santé mentale, de la dépendance à la drogue à l'automutilation, commencent par des tentatives pour supporter la douleur physique des émotions? Si Darwin a raison, ai-je pensé, la solution consiste à trouver des moyens d'aider les gens à modifier leur paysage sensoriel interne. Alors il y a plein d'autres passages qui pourraient être très intéressants à partager dans cette vidéo, mais on va pas faire la revue du livre aujourd'hui comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais en fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand t'as été un enfant maltraité typiquement, ou juste que tu es polytraumatisé pour X ou Y autre raison, le truc c'est que tu vas apprendre très jeune le fait que tes émotions n'existent pas, qu'en plus de ça elles te mettent en danger, qu'elles ne peuvent pas être reçues et comprises pour justement interagir avec les autres êtres humains, puisque c'est quand même à la base à ça qu'elles servent, et donc tu vas les intérioriser, tu vas les vivre comme des attaques subies et auto-infligées, parce que non seulement exprimer tes émotions ça t'expose à des violences, mais en plus de ça, toi les ressentir, tu les vis d'une manière atroce, puisque ça crée des sensations très désagréables dans le corps, et si en plus de ça on te nie le droit de pouvoir exprimer ça et être accompagné dans le fait de vivre ses émotions et de les calmer, et bah tu vas juste associer ça à quelque chose d'extrêmement dangereux pour ta survie en termes purement de sensations. En plus de ça, si ton système nerveux y réagit du coup de façon assez fréquente à ces émotions intenses, de sorte à te dissocier du moment, puisque maintenant je pense que c'est assez connu, l'effet de sidération, on en entend parler de plus en plus, mais en fait ça n'arrive pas que dans les cas de violences sexistes et sexuelles. L'effet de sidération il peut survenir lorsqu'un enfant par exemple se fait hurler dessus de façon trop fréquente à la maison, ce qui par exemple était mon cas, et donc on peut très jeune apprendre à sortir de son corps dans des situations qui nous génèrent un stress si intense que physiquement on se coupe complètement de nos sensations pour pouvoir encaisser ce qui est en train de se passer sans disjoncter en fait. Et ce mécanisme de dissociation, c'est-à-dire de séparation entre nos sensations physiques et ce qui se passe dans notre tête, à la base, c'est censé nous aider à survivre à un moment donné. Parce que les décharges hormonales et les sensations physiologiques que l'on ressent à ce moment-là sont tellement intenses que ça peut littéralement créer des problèmes dans l'organisme, ça peut littéralement te faire un arrêt cardiaque, ça peut te faire vivre des désastres intérieurs qui te créent des vraies séquelles sur le long terme. Et donc pour te protéger, ton cerveau désactive la connexion entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans la tête pour que tu sois pas impacté par ces décharges hormonales, que tu puisses survivre à la situation, d'où du coup la nécessité de l'effet de sidération. Souvent les victimes de V vont justement se sidérer pour éviter de se mettre encore plus en danger et donc risquer de mourir. Le truc c'est que si à des moments ponctuels ça peut nous sauver la vie d'être dans cette dissociation traumatique, quand on le vit de façon
quotidienne, dans des foyers maltraitants. Là, j'ai parlé des hurlements, mais ça peut être les coups, les insultes, les humiliations, la négligence, l'abandon, bref, plein de choses. Et ben, ça fait que ton corps, il peut plus différencier les situations dans lesquelles ta survie est vraiment en jeu et des situations où c'est juste stressant. Il va juste associer le moindre stimuli négatif à un état de survie, en fait. On devrait pouvoir être dans un état dissociatif que quand c'est vraiment nécessaire pour notre survie physiologique et mentale, en fait. Sauf que, bah, si c'est activé de façon continue pour un oui ou pour un non dès le plus jeune âge, et ben ça fait que c'est comme si c'était une boussole qui était mal calibrée. C'est comme un climatiseur qui pétait un câble toute la sainte journée. Un climatiseur, c'est censé remonter la température de la pièce si elle est trop basse ou la faire baisser si elle est trop élevée. Sauf que nous, notre régulateur interne, notre climatiseur, il marche pas en fait. Et du coup, il s'active constamment. Dans la vidéo que je viens de mentionner, on parle de l'alarme incendie. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est comme si justement t'avais une alarme qui se déclenchait quand il y a de la fumée pertinente, c'est-à-dire il y a un vrai risque de feu et donc l'alarme elle signale qu'il y a un vrai problème, il faut évacuer le bâtiment. Sauf que si ta putain d'alarme elle s'active toute la sainte journée pour un oui ou pour un non, tu sais plus à quel moment elle te dit qu'il y a vraiment le feu ou pas. Des fois elle s'allume parce qu'il y a un peu de vapeur qui sort de ta casserole qui chauffe les pâtes, et des fois elle s'allume quand il y a un vrai risque d'incendie. Bah c'est pareil dans la réaction post-traumatique, c'est-à-dire que là, les symptômes que je décris par rapport à mon corps, c'est qu'en fait j'ai été tellement traumatisée sur tellement d'aspects de ma vie que dans mon quotidien, tout et n'importe quoi peut me faire avoir la sensation d'être en état de survie et où je dois me dissocier de moi-même pour ne pas avoir à vivre les sensations négatives et douloureuses que mon corps pourrait me faire vivre. Ça se manifeste aussi dans la sphère de l'intimité, même si ça paraît étonnant. Il y a comme une différence entre réussir à prendre du plaisir et avoir des relations intimes et vivre vraiment pleinement la relation intime. Parce qu'il y a un côté, en tout cas pour ma part, il y a un côté très mécanique en fait. C'est-à-dire que même quand je suis seule et qu'il s'agit de me faire du bien à moi-même, je prends jamais vraiment le temps d'être à l'écoute de mes sensations profondes et de ce que je ressens dans la globalité de mon corps. C'est très mécanique comme je le disais, c'est un peu la recette magique qui fonctionne, mais ça veut pas du tout dire que je vis clairement, pleinement une expérience forte avec moi-même ou avec mon partenaire. Et c'est très déroutant en fait, parce que j'ai toujours pensé que comme j'arrivais à prendre du plaisir et comme j'arrivais à jouir, et même parfois plusieurs fois, j'étais sûre qu'en fait j'avais pas de problème avec la relation avec mon corps. Et en fait je pense que ce truc très mécanique en fait de réussir à prendre du plaisir de façon protocolaire en gros, même si ça fait du bien en soi, c'est pas en tout cas c'est pas ce qui moi me fait c'est pas ce dont j'ai besoin en fait, parce que du coup ça veut dire que dans une relation intime, là je parle pas de mon mec, hein, mais dans une relation intime avec quelqu'un avec qui je me sens pas bien, j'arrive quand même à jouir grâce à ce mécanisme très A plus B quoi, alors qu'en fait la relation n'est pas bénéfique pour ma personne, ne me fait pas du bien, et du coup c'est très déroutant. En gros je pense qu'il y a une différence entre prendre du plaisir et vivre une expérience physique qui fait du bien. Alors ça me touche quand même de m'entendre parler de sexualité, parce que pour le coup ça n'a pas vraiment changé. Je suis en plein processus de réconciliation avec cette dimension-là de moi, parce que même si j'ai réussi à résoudre un tas d'autres aspects de mon rapport à moi-même, le domaine de la sexualité il reste très 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 difficile, et je réalise après 12 ans de vie intime, parce que j'ai eu mes premières relations à 16 ans, que il y a plein de choses que j'ai rendues normales qui en fait étaient juste de la violence. Et moi en plus j'étais convaincue d'avoir pris du plaisir dans ces moments-là. Et le fait que j'avais pris du plaisir, pour moi ça voulait bien dire que c'était pas violent. Alors qu'en fait, si, tu peux être V et avoir du plaisir et même avoir des orgasmes sans pour autant qu'on ait respecté ton consentement, qu'on t'ait fait sentir bien et en sécurité, et surtout en te laissant une bonne dose de traumatisme derrière. Donc cet aspect-là il continue d'être travaillé en thérapie, notamment parce que je réalise que typiquement mon premier rapport c'était un V.
alors que quand j'en parlais même en ligne, j'ai témoigné de ma première fois dans une chaîne qui s'appelle Tataki, dans un épisode qui s'appelle Entre meufs, et en fait à l'époque quand je raconte ma première fois, je le raconte en rigolant, en mode haha hihi, je m'en souviens pas, j'étais bourrée et j'ai vomi sur le lit quand c'est arrivé, mais en fait dans les faits, moi je me souviens à peine de ce qui s'est passé, je m'en souviens que par flash, et en plus de ça c'était une première fois qui marquait 2 ans de relation absolument dégueulasse avec une personne qui m'a manqué de respect et qui a été atroce avec moi, notamment sur la fin, et qui littéralement m'utilisait comme un vide-couille quoi. Sauf que la jeune adulte que j'étais n'avait pas spécialement d'autres cadres de référence, s'accrochait à plein d'autres aspects pour se convaincre que cette relation faisait du bien, qu'elle l'aimait, etc. machin truc, et en fait ça m'a pris vraiment très très longtemps avant de réaliser que bah ouais, faut pas que je m'étonne que tous les partenaires que j'ai eu par la suite, ce soient des personnes avec qui finalement j'avais pas spécialement de connexion, avec qui j'étais dans quelque chose de très performatif finalement, et où j'étais beaucoup plus dans ma tête que dans mon corps, c'est-à-dire que je forçais mon corps à sentir des choses, mais que je les vivais pas pleinement quoi. C'est le fait d'avoir des limites tout simplement, c'est qu'en fait j'étais habituée pendant des années, notamment quand je fréquentais des hommes, à avoir des relations intimes, sans prendre en compte le fait que bah souvent je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas avec des gens qui me donnaient vraiment envie. Souvent mais même ça m'est déjà arrivé plus d'une fois d'être dans des cadres où j'avais peur. Mais vraiment, premier degré, où j'avais peur de la personne avec qui j'étais, mais je me forçais à coucher avec parce que j'étais sûre que c'était ça la sexualité normale. Et le pire, c'est que comme j'avais du coup du plaisir, bah j'étais sûre que c'était une bonne chose. Et j'ai fait ça un nombre incalculable de fois avec plusieurs partenaires, alors pas tous, Dieu merci. Et j'oublierai jamais la première fois que je suis sortie avec ce fameux ex avec qui je suis restée plusieurs années. Bah c'est la première fois que quelqu'un avait vraiment pris le temps d'essayer de comprendre mon plaisir, mon corps, qui s'arrêtait quand il voyait que j'étais pas bien et qui me posait des questions, bah avec ce mec-là, mais genre vraiment je rigole pas, 8 fois sur 10, je finissais en larmes d'émotion et de gratitude parce qu'en fait il était tellement gentil avec moi que je comprenais pas pourquoi on pouvait être comme ça. Il me donnait tellement un plaisir sain que ça me faisait systématiquement pleurer. Et ça, c'est bien le comportement d'une personne qui est traumatisée. Et justement, ce qui est familier pour une personne traumatisée et du coup sûrement borderline, c'est que ce qui nous est familier, c'est de la violence. Et donc, c'est la violence qu'on va toujours chercher à revivre parce que c'est ce qu'on connaît. Et pour notre cerveau dysrégulé et notre système nerveux flingué, ben c'est plus confortable d'être dans une violence et dans un chaos familier que de vivre une relation sécurisante dans laquelle il n'y a pas de violence, parce qu'en fait ça nous est tellement inconnu, ça nous est tellement étranger que ça nous fait peur et c'est inconfortable, et du coup bah paradoxalement on n'en veut pas en fait. Et donc j'ai eu de nombreux partenaires avant d'être dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, avec qui en fait je ne vivais pas des relations saines, des relations dans lesquelles j'avais l'impression d'être prise en considération et d'être respectée. Là je peux pas trop tergiverser là-dessus parce que sinon cette vidéo sera très longue, mais en gros il y a plein de relations que j'ai eues qui en fait étaient des violences et j'avais vraiment pas réalisé que c'en était, mais en tout cas c'est comme si je le ressentais, mon corps ressentait la violence, c'est comme si je savais que ça m'avait fait du mal et que j'avais détesté ce moment-là et que j'avais pas été respectée et que j'avais vécu un moment violent et qu'on n'avait pas respecté mon consentement pleinement, mais que ma tête ne voulait pas accepter que c'était arrivé à mon corps. Parce que quand j'imaginais des proches à moi vivre les mêmes événements dans la sphère intime, j'arrivais clairement à me dire mais c'est pas normal en fait ce qui s'est passé. Cette personne était clairement dans un abus. Cette personne a clairement fait des choses à ton corps que tu n'aurais pas dû vivre, et c'est normal que t'aies mal, et c'est normal que ça fasse mal encore aujourd'hui, des années après, et c'est normal que t'aies des complications en fait dans ta vie aujourd'hui par rapport à ça. Mais comme c'est moi qui l'ai vécu, j'arrive pas à réaliser que cette violence c'est mon corps qui l'a vraiment vécu. C'est comme si je le comprenais d'un point de vue purement psychologique, j'arrivais à raisonner là-dessus, j'arrivais à me rendre compte de ça, mais mon physique n'a jamais été écouté en fait. Parce que, encore récemment, j'étais justement dans cette dynamique de séparation entre ma tête et mon corps. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, je continue d'avoir des réactions mécaniques, de me dire là tu vas coucher, donc fais ça comme ci, comme ça, comme ça, et de pas du tout être à l'écoute de ce que je ressens. Comme si vraiment, justement, j'étais un cerveau qui se regardait faire. Et ça, c'est un apprentissage de la sexualité que j'ai eu assez jeune. J'ai commencé ma sexualité, j'avais 16 ans.
Entre mes 16 ans et mes 20 ans, du coup, j'ai eu plusieurs partenaires avec qui, dans la grande majorité des cas, j'ai fonctionné comme ça. Parfois, ces partenaires-là avaient des intentions très égoïstes, voire malveillantes. Mais la plupart du temps, non. La plupart du temps, c'était moi directement qui étais dans cette dynamique, comme je te l'ai dit, d'auto-dévalorisation de moi-même et d'auto-non-écoute de moi-même. Et ça m'a mené à en fait intérioriser énormément de mécanismes qui sont très 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 nocifs en fait pour moi aujourd'hui. Et ça, je m'en suis rendu compte justement avec cette perte de libido qui m'a fait réaliser que bah là pour le coup, j'avais pas d'autre choix que de me rendre compte qu'en fait j'étais pas d'accord avec ce que je m'infligeais à moi-même, quoi. Donc en fait, il y a deux aspects très importants en fait à relever dans cette vidéo, c'est qu'il y a des terrains propices qui ont mené à la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Le premier aspect, c'est le terrain de ma personne qui a été violentée, qui a été blessée, qui a été conditionnée à la violence. Et donc forcément qui laisse la porte ouverte à de nombreux événements qui ne devraient pas survenir. Il y a ce premier terrain-là. Et il y a le deuxième terrain qui est le terrain social, profondément sexiste et misogyne dans lequel on vit, et qui met dans la tête, notamment des hommes, que le corps des femmes est un objet duquel on peut se servir à notre guise, qui est à notre disposition et dont le plaisir ne compte pas. Et en fait ça, les femmes l'intériorisent elles aussi, moi la première. J'ai pris beaucoup de temps avant de... Et même, je te dis, encore aujourd'hui j'ai du mal avec ça, avant de comprendre que mon corps est un sujet. Mon corps compte, mes sensations comptent, ma personne compte. Et ce n'est pas parce que j'ai ce corps que je dois accepter d'être instrumentalisée en fait et d'être au service d'une personne qui en a rien à foutre de ce que je peux bien ressentir. Ce qui est drôle, c'est que j'ai quand même vachement conscience de ce qui se passe, mais pareil, le problème reste que je ne l'incarne pas. C'est ça la différence entre savoir quelque chose et le réaliser. Quand on le réalise, c'est que nos sensations physiques sont en harmonie avec les choses que l'on sait. Mais combien d'entre nous, on n'est pas au courant rationnellement de certaines choses et pourtant on sent que physiquement ça ne suit pas. Comme par exemple, je sais que je suis avec une personne qui est toxique pour moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'en dépendre d'un point de vue purement émotionnel, tu vois. Alors que si c'était harmonieux, et ben à partir du moment où le cerveau il dit ah j'aime pas cette situation, le corps devrait réagir en conséquence et dire du coup je me retire de cette situation physiquement parlant et pas juste dans ma tête. À ce sujet, il y a un autre passage du livre que j'aimerais te lire, c'est l'importance du toucher en fait dans le lien humain et de pourquoi finalement le fait d'être en contact littéral avec d'autres êtres qui sont nos semblables fait partie intégrante de notre guérison. Donc ça dit, le corps est entravé si les émotions sont nouées en lui. Les gens raidissent les épaules, crispent les muscles du visage, ils passent énormément de temps à retenir leurs larmes, un geste, un son qui pourrait trahir leur état profond. Lorsque les tensions se relâchent, les sentiments peuvent se libérer. Le mouvement aide à approfondir la respiration et à émettre des sons expressifs. Le corps devient plus libre, il respire plus facilement et s'ouvre à la communication. Le toucher permet de vivre dans un corps qui peut se mouvoir et s'émouvoir. Les patients terrifiés ont besoin d'avoir une notion de la position et des limites de leur corps dans l'espace. Un contact ferme et rassurant leur montre où elles se trouvent, ce qui est à l'extérieur, là où le corps s'arrête. Ils découvrent qu'ils n'ont pas toujours besoin de se demander qui ils sont, ni où. Que leur corps est solide et qu'ils ne doivent pas être constamment sur leur garde. Le toucher leur dit qu'ils sont en sécurité. Et ça, je le constate vraiment, vraiment auprès des enfants avec qui je travaille, qui systématiquement ont besoin d'avoir un contact avec autrui pour réaliser qu'en fait, ils sont en sécurité. Et ça vient tout simplement du fait qu'on passe les 9 premiers mois de notre vie dans le ventre d'un autre être humain, dans lequel on a nos premières sensations physiques, c'est-à-dire tout ce qui nous rappelle un peu ce moment de la gestation, c'est-à-dire l'eau, la sensation de tiédeur, le contact physique, le fait de... Par exemple, quand on caresse un chat,
le toucher avec le chat nous permet de nous apaiser parce que juste le contact entre deux systèmes nerveux qui se régulent mutuellement, ça nous permet de nous apaiser quoi. Quand on prend un bébé et qu'on le berce ou qu'on le met dans l'eau, etc., on est juste dans la continuité de la sensorialité que cet être a vécu avant d'arriver sur Terre. Et donc, s'il n'y a pas de raison qu'une fois à l'âge adulte, ces choses-là ne nous apaisent pas de la même manière qu'ils ont pu nous apaiser dans notre plus tendre enfance. Et si on a été carencé de ce genre de gestes et de ce genre de conditions sensorielles quand on était petit, bah tu m'étonnes qu'on ait du mal à réguler notre système nerveux. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes préfèrent aller faire de l'art-thérapie ou de la thérapie par la danse ou de la thérapie au contact des animaux plutôt que de parler, parce qu'en fait ils ont besoin d'être dans quelque chose qui leur rappelle l'enfance, qui leur rappelle quelque chose de très primitif, qui est de l'ordre du toucher, de la connexion à autrui, de l'imagination, bref, tout ce qui fait que quand on est tout petit, à la base, on se sent suffisamment en sécurité pour se développer. Et ça mène à des situations catastrophiques. Et j'ai des souvenirs, en fait, de plus en plus violents qui me reviennent à l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'amnésie traumatique, parce que je sais qu'il y a des personnes qui souffrent d'amnésie traumatique et qui ont des souvenirs qui leur reviennent des années plus tard, mais qui sortent comme ça, voilà, comme de nulle part. Moi je pense pas que ça me concerne. Ah bah je me trompais, mais largement. Mais littéralement, ma première fois, les souvenirs que j'en ai correspondent à la façon dont on se souvient des souvenirs traumatiques. En fait, pareil, ça c'est expliqué dans le livre, en fait la manière dont on va coder le souvenir à l'intérieur de nous, il va pas être identique si on est face à un événement traumatique ou à un événement normal. Un événement qu'on vit de façon plus ou moins saine, on va l'enregistrer avec un début, un milieu et une fin. Et quand on va s'en souvenir, on va pouvoir le relater et l'exprimer de telle sorte à le placer dans une timeline qui a du sens. On sait que c'est arrivé à un moment donné de notre vie qui n'a rien à voir avec le présent. Par exemple, si là je t'explique, je sais pas, moi la première fois que j'ai tourné une vidéo YouTube, je sais à peu près à quel moment de l'année on était, où j'étais dans ma chambre, comment j'étais habillée et maquillée, etc. Et j'arrive à vraiment, d'un point de vue sensoriel, me rendre compte que ça ne fait pas partie du présent, que c'était dans le passé. À l'inverse, un souvenir traumatique, il s'imprime d'une façon dysfonctionnelle dans la mémoire, il va pas dans le même tiroir entre guillemets en termes de perception sensorielle, et donc un souvenir traumatique, quand on va s'en rappeler, déjà on a du mal à s'en rappeler avec une chronologie claire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin. Ce qu'on va surtout se rappeler, c'est les sensations très douloureuses et négatives sous forme de flashback, sous forme de petits prismes, comme un puzzle dans lequel il manquerait plein de pièces, et qui nous font vivre justement à nouveau des états de dysrégulation nerveuse et émotionnelle intense. Et c'est pour ça qu'on parle de syndrome de stress post-traumatique. Si on se rappelle de ces souvenirs-là en les revivant comme s'ils étaient présents, et ben ça nous fait nous mettre dans l'état de survie qu'on a eu au moment où c'est arrivé. Là, si je te parle des événements les plus violents que j'ai eu à vivre dans ma vie, et ben oui, quand je vais t'en parler, mon corps, il va manifester des symptômes comme ce qu'il a manifesté au moment où ces événements sont arrivés. Et c'est ça le syndrome de stress post-traumatique. Comme ce fameux vétéran de guerre qui, lorsqu'il rentre de sa mission, devant la télé, entend un pétard dans la rue et réagit comme si c'était un tir de roquette, alors qu'en fait c'est juste un pétard dans la rue. Mais lui, il vit ça comme si c'était en train d'arriver maintenant, parce que la mémoire, elle a pas imprimé l'événement de la même façon qu'un souvenir sain. C'est exactement ce qui se passe chez les personnes polytraumatisées. Quand t'as plein de choses toute la journée qui te rappellent plein de trucs que t'as vécu et qui t'activent ton alarme incendie de manière aléatoire, et ben tu m'étonnes qu'au quotidien, le moindre truc, ça te fait te sentir dissocié, parce qu'en fait, t'es tellement tout de suite déclenché dans des trucs super intenses et super négatifs que ça se dysrégule, boum, tu te dissocies, et comme ça, tu peux survivre à ta journée, parce que sinon, t'es tout le temps en train de réagir en fait. Et c'est exactement ce que je décris là. Moi, là, dans la vidéo, j'explique que je ne souffre pas d'amnésie traumatique ou je ne sais pas quoi. C'est faux. Parce que maintenant, je sais que je m'en rends compte avec le recul. Il y a des choses dont j'arrive à me souvenir de façon très précise, très claire, avec une cohérence. Et il y a d'autres choses qui, quand j'y repense, me déclenchent des états physiques qui avant m'était insupportable à reconnaître. Maintenant, je suis plus connectée à mon corps et j'arrive à l'interpréter et j'arrive à me dire, ok, si là, quand je pense à ça, ça me fait ça dans mon corps, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que ça s'est pas bien passé sur le moment, c'est qu'il y a quelque chose à régler par rapport à ça, une personne que je dois arrêter de voir, un lieu que je dois arrêter de fréquenter, une pratique que je dois cesser de faire. Mais avant, j'étais pas connectée à ces sensations physiques. Je m'en foutais, je continuais de voir les mêmes personnes, je continuais de fréquenter les mêmes lieux, je continuais d'avoir les mêmes pratiques et du coup, je continuais d'ignorer ce que mon corps cherchait à me dire, c'est-à-dire alerte rouge, ici t'es mal à l'aise, ça te rappelle, c'est littéralement des triggers en fait. C'est littéralement ça, des déclencheurs traumatiques. Sauf que quand t'es tellement dissocié, quand t'es tellement à l'ouest par rapport à ton propre corps, eh ben tu peux te faire vivre continuellement
quotidiennement des situations qui en réalité te font super mal sans le prendre en compte et en l'ignorant complètement et même en te convainquant qu'en fait t'adores ça. On est en train de parler du corps, ça me paraît important aussi de mentionner le fait que cette violence que l'on s'inflige à soi-même et qu'on laisse les autres nous infliger, elle se manifeste aussi par d'autres symptômes. Dans mon cas, ça a été la consommation de cannabis à outrance et les TCA. Parce que je pense que, voilà, justement, si j'ai développé une addiction à la bœuf, c'est que, justement, je cherche à éteindre en fait ma carapace et mon cerveau aussi. J'en ai parlé dans la série Story Wana à plusieurs reprises, mais j'ai souvent parlé du fait que j'essayais d'anesthésier mon cerveau, d'anesthésier mes émotions, mais en fait j'ai tellement anesthésié mon corps aussi. J'ai tellement éteint la vitalité qu'il y avait en moi volontairement. Moi, les troubles du comportement alimentaire ne concernent pas directement la perception que j'ai de mon corps et son apparence. C'est-à-dire que c'est pas du tout le poids qui me pousse à me faire vomir. En tout cas, c'est pas du tout la raison principale. Mais c'est vraiment les sentiments, les douleurs intérieures. Et du coup, ça se voit physiquement, en fait, sur moi quand je vais mal. Même si j'ai toujours été très skinny dans ma vie, la majorité du temps, en tout cas avant ma puberté, je pense que le poids de forme que j'ai actuellement, c'est celui-là. Je pense que ça, c'est mon poids de forme. Et là, j'ai pris une bonne dizaine de kilos depuis quelques semaines. Et en fait, je crois que je m'étais jamais rendu compte du fait que le corps que j'ai eu pendant autant de temps, qui était si fin, qui était si, je dirais pas maigre, mais mince en tout cas, je pensais que c'était mon métabolisme de base, et je pense que c'était en partie le cas pendant longtemps, mais je crois que comme j'ai tellement fumé à partir de mes 16 ans, d'ailleurs, est-ce que c'est un hasard si ça a été au même moment où j'ai commencé ma sexualité? Je ne pense pas. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Non mais c'est quand même frappant. Genre, je fais le lien, quoi. Et le pire, c'est que j'ai commencé à fumer avec cette fameuse personne avec qui j'ai commencé à avoir des rapports. C'est vrai qu'à l'époque, je me disais juste, ah voilà, c'est des pratiques qu'on a en commun, etc. Mais si je suis devenue une giga fonce-car, et c'est d'ailleurs une des raisons qui l'avait poussé à me quitter en me dénigrant, parce qu'il m'avait dit que j'étais devenue une PUTE, tox, etc., qu'il me reconnaissait plus, que j'étais devenue une chienne, machin. Enfin, frérot, c'est quand même lui qui m'avait fait commencer à fumer, quoi. Et en fait, il y avait un lien clair entre ce que je vivais intimement avec cette personne dans ce couple-là, et le fait que j'avais besoin d'être dissociée de ma chair physique pour pouvoir supporter ce que ce mec m'infligeait, quoi. Et il faisait rien de si violent que ça, c'est juste qu'en fait j'étais utilisée comme une capote dans laquelle on se vide. Vraiment, désolée pour les termes, mais c'est ça. Et je pense qu'on est énormément de personnes à débuter une sexualité avec littéralement cette grille de lecture normative. Pour nous, c'est ça la normalité. De la même manière que les femmes de la génération de ma mère, qui aujourd'hui ont 60, 70 ans, avaient comme norme quelque chose de bien plus violent. Quand tu parles de femmes qui sont mariées à 17 ans, vierges, à un homme avec qui elles restent pendant 50 ans de leur vie et qu'elles ne connaissent rien d'autre, et qu'en plus de ça on vit à une époque où le viol conjugal il est même pas reconnu, bah la norme pour énormément de personnes de ces générations-là, qui créent du coup des masses et des masses de gens traumatisés, c'est levé. Du coup, de quoi on s'étonne? Bah oui, bien sûr que tu m'étonnes qu'il y a plein de gens en fait qui rendent normaux des comportements qui nous font du mal à tous et à toutes. Que ce soit des comportements qu'on inflige nous-mêmes, que des comportements que l'on vit en tant que victime. Et c'est un cercle vicieux. À ce sujet, je te renvoie à cette vidéo qui parle de ça de manière beaucoup plus approfondie sur le cycle de la violence et la façon dont ça se perpétue à travers le fait de la recevoir puis de la renvoyer ensuite à grande échelle. Mais bref, je digresse. Bon, alors, qu'en est-il aujourd'hui? Déjà, il y a énormément de choses qui ont été résolues. C'est-à-dire que ça a fait bien longtemps que j'ai plus de troubles du comportement alimentaire, ou très ponctuellement, mais je dirais que ça fait facilement 2-3 ans que c'est plus trop une problématique dans ma vie. En ce qui concerne les addictions, c'était un tout petit peu plus compliqué parce que j'en ai ponctuellement parlé dans la série Story Wana, mais j'ai eu plein de moments de rechute, et là jusqu'à récemment j'avais repris l'usage de THC sous forme de joint pur, donc même si c'était quand même un autre rapport à la substance parce que j'avais moins l'aspect addictif lié au tabac, j'étais quand même assez souvent défoncée de façon
comment dire, appuyé, quand même tous les soirs, etc. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la dissociation qui restait quotidienne, où je continuais d'utiliser le THC comme un moyen de moins sentir des choses et de moins vivre le moment présent, alors qu'en fait on peut utiliser cette substance justement dans le but inverse, mais dans mon cas, sur 10 ans de consommation, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Enfin 12 ans du coup, pas 10 ans, qu'est-ce que le temps passe vite. Et là du coup depuis un mois environ et demi, peut-être même 2 mois, en fait c'est ressorti de ma vie. Je suis à nouveau sobre d'ailleurs, et de médicaments et de THC, tout simplement parce que j'avais besoin d'être justement connectée à nouveau à mes sensations d'un point de vue le plus pur possible entre guillemets. Et c'est pas une injonction que j'invite à suivre à qui que ce soit, parce qu'il y a des gens qui, qu'on le veuille ou non, ont besoin de ça pour survivre. J'insiste, là je suis pas là pour donner des indications à qui que ce soit, c'est vraiment juste que dans mon parcours personnel, je sentais le besoin de me mettre entre guillemets à zéro, de comme retirer toutes les croûtes possibles et imaginables et voir la plaie telle qu'elle était pour pouvoir constater l'ampleur des dégâts. Et ça se passe bien pour l'instant, le fait que je sois sobre de presque tout. Là je prends juste ponctuellement du Xanax de temps en temps quand je ressens le besoin, mais sinon je vis pleinement mes sensations physiques quotidiennement de la manière la plus nue possible entre guillemets. Sachant que cette année aussi j'ai testé plein de substances différentes, Ritaline, Concerta, avant ça c'était la kétiapine et tout, j'en pouvais plus, et même si ça m'avait aidé à un moment donné, juste ça me permettait pas de mettre le doigt sur ce qui allait pas. Et ce qui allait vraiment pas, c'est le fait que j'étais dans un environnement qui me déclenchait continuellement, que ce soit d'un point de vue des relations, d'un point de vue de la maison où je vivais, enfin l'appartement, du point de vue des pratiques que j'avais quotidiennement. Tous ces trucs en fait me déclenchaient mon alarme incendie quotidiennement, pluriquotidiennement, et je me rendais pas compte qu'en fait je pouvais prendre tous les médocs du monde, je pouvais prendre toute la weed du monde, ça allait pas résoudre le fait que quotidiennement j'étais déclenchée par un tas de choses qui allaient pas autour de moi et que je rendais normal, alors qu'en fait il fallait que je sorte de cet environnement là. Et aussi au moment où j'ai fait cette vidéo, j'avais pas commencé à faire de la boxe. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a changé la vie, j'en parle notamment dans cette vidéo où je reviens vraiment en long, en large et en travers sur la façon dont la boxe me permet d'avoir un rapport à la violence beaucoup plus sain qu'avant, et où du coup ça resitue la violence à un endroit pertinent et épanouissant, et non pas à un endroit d'autodestruction et de cycle infini, de détestation de soi, etc. Donc vraiment ça m'a trop aidé de commencer la boxe et le sport en général, parce que ça me permet à nouveau de sentir mon corps et ses limites et son existence quotidiennement dans le moment présent, et non pas à travers le prisme de souvenirs traumatiques, à travers la dissociation que je subis à cause des déclencheurs quotidiens quoi. Donc je dirais que la recette entre guillemets de pourquoi ça va beaucoup mieux maintenant, c'est que déjà j'ai commencé par faire du sport, parce que ça je l'ai fait pendant que j'étais encore dans mon ancien environnement qui était mauvais. Ensuite j'ai juste changé de genre de thérapie, parce que voilà, j'ai bien vu qu'au bout d'un moment ça tournait en rond à certains endroits, parler, rationaliser les choses, toujours être dans sa tête, ça me faisait pas avancer. Donc il fallait que je cherche d'autres supports thérapeutiques pour m'aider. Donc j'avais testé le MDR, là je suis dans un autre cabinet où on passe par d'autres biais, je t'en parlerai prochainement, mais où voilà, il y a eu le sport, le changement de thérapie, le fait d'avoir changé d'environnement, donc notamment déménager, et plus récemment, j'en parle typiquement dans cette vidéo sur la solitude, le fait de revoir mes relations, parce que typiquement dans le parcours d'une personne borderline, souvent la guérison ça passe par le fait de revoir complètement sa configuration relationnelle et son environnement de base, parce que souvent on est dans des cadres relationnels qui durent depuis beaucoup trop longtemps, dans des dynamiques qui sont toxiques depuis très longtemps et qui sont difficiles à changer. Donc ça veut pas dire qu'il faut tège tout le monde de ta vie et se retrouver seul comme un ermite, ça veut juste dire qu'il faut vraiment faire une grosse mise à jour, prendre de la distance peut-être pendant un certain temps, pendant quelques mois éventuellement, avec certaines personnes que tu veux pas forcément extraire de ta vie, tu vois. Genre moi il y a des gens, je sais que là pendant quelques mois on va pas se voir, mais c'est juste le temps que moi je fasse mon petit chemin de mon côté, que ces personnes fassent leur petit chemin de leur côté, et que la dynamique entre nous change en fait. Et ça pour moi c'est vraiment crucial dans le fait d'aller mieux, parce que pour une personne polytraumatisée, une des grandes conséquences de ces problèmes-là, c'est le fait de ne plus pouvoir entrer en interaction avec le monde extérieur d'une manière qui soit pas nocive pour nous. Et ce qui est trop intéressant dans ce bouquin, et vraiment j'ai trop hâte de te faire la revue de ce livre, il est en train de me changer la vie, je l'adore, c'est qu'il explique que la guérison, ça passe pas forcément par des années de thérapie et puis des prises de médicaments en tout genre, etc. Il faut surtout miser l'aspect thérapeutique de la guérison sur le fait de recréer du lien
avec le monde extérieur qui soit sécure. C'est juste de se réhumaniser, de se sentir à nouveau considéré comme étant un être humain digne de respect, de soins, de sécurité auprès de ses semblables. Parce que des gens comme moi, on a vécu dans des environnements tellement violents et tellement normalisés et tellement diffus de façon, sur le long terme, que en fait on se sent complètement à part de l'humanité. Et c'est pour ça qu'après on a des réactions de victimes continues, où on a l'impression d'être constamment déshumanisé par les autres, rejeté par les autres, abandonné par les autres, où en fait notre vie se résume à un chaos éternel, un cycle sans fin qui ne va jamais s'arrêter, pour justifier le passage à l'acte SUI d'air, toi-même tu sais. Et bref, ça voilà, j'en ai parlé largement dans d'anciennes vidéos, mais moi je vois que effectivement ce qui me permet de me sentir profondément mieux, c'est pas une énième thérapie ou un énième médicament, mais c'est le fait de réussir à voir que ma boussole intérieure, je peux la calibrer différemment, que mon climatiseur intérieur, je peux le réguler de telle sorte à ce que mon quotidien me fasse pas vivre des explosions comme ça aléatoires pour un oui ou pour un non. C'est juste en fait avoir une bulle de protection dans laquelle on se sent en sécurité. Et pour pouvoir se sentir en sécurité, il faut qu'on puisse être en lien avec des personnes qui nous fassent sentir en sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il est pas sorcier, hein. C'est vraiment juste des gens qui respectent tes limites, qui sont à l'écoute de tes émotions, qui vont prendre en compte tes besoins, qui vont t'aimer d'une façon qui est pas toxique, etc., etc., etc. Et oui, ces gens-là existent. Et oui, c'est possible que t'apprennes à reconnaître les situations dans lesquelles, oulala, ton corps t'envoie des signaux comme quoi, ici non, ça ne va pas, insecure, tu dégages, et de pouvoir faire la différence entre les moments où c'est juste des déclencheurs et des triggers qui arrivent à des moments qui sont pas appropriés. Parce que c'est vrai que des fois on peut se sentir mal dans une situation qui en fait nous fait du bien, et inversement se sentir bien dans une situation qui nous fait du mal. Mais tout ça c'est une grille de lecture que l'on peut apprendre à modifier grâce à l'aide d'autres personnes, donc que ce soit des thérapeutes, que ce soit des pairs aidants en ligne, comme ce que je fais moi avec mes vidéos pour d'autres personnes qui souffrent des mêmes symptômes, etc. Que ce soit à travers des lectures personnelles, que ce soit à travers des activités qui nous font du bien. Bref, cette façon de lire le monde, elle peut être modifiée de telle sorte à ce qu'elle te sécurise beaucoup plus et que tu ne dépendes pas du changement du monde extérieur, parce que oui, dans un monde idéal, en fait, il faudrait que les violences cessent et que les discriminations n'existent plus, etc., etc. Mais en fait, nous aussi, on peut avoir une action sur ce qu'on vit. On va pas attendre que le monde se réinvente. En fait, il faut aussi que nous, quotidiennement, on puisse se munir des ressources que l'on a en tant qu'individu et de la marge de manœuvre dont on peut, que l'on peut utiliser, même si elle n'est pas la même pour tout le monde, on est bien d'accord. Il y a des personnes bien plus limitées que d'autres là-dessus, mais on a tous une capacité à un moment donné de pouvoir mettre des limites à un endroit où c'est nécessaire pour notre survie, et c'est pas une mauvaise chose. Moi, l'étape la plus difficile que j'ai eu à passer, c'est celle des limites par rapport aux relations avec les gens. Mais ça concernait toutes les relations, la famille, les amis, les amours, etc. Et en fait, avant d'en arriver là, j'ai dû passer par d'autres étapes qui étaient, le rapport au corps à travers le sport, le fait de déménager, etc., etc. Toi, peut-être que ce sera un autre parcours que tu devras faire, mais dans tous les cas, il faut que tu comprennes qu'il y a un espace dans lequel il n'y a que toi qui peux décider de ce qui rentre et de ce qui sort, qu'il y a un espace dans lequel il n'y a que toi qui peux faire respecter ces limites-là. Il y a des choses qui dépendent certes de l'action de personnes extérieures et de politiques extérieures et de juste l'état du monde tel qu'il est, mais il y a une marge de manœuvre que l'on possède tous et toutes, plus ou moins large en fonction de à quel point on est opprimé, mais elle existe quand même et on peut se munir de cette marge de manœuvre pour faire respecter le plus possible nos limites, et il y a que nous qui pouvons le faire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Pendant très longtemps, j'attendais que quelqu'un respecte mes limites à ma place, que je tombe sur la personne qui comprendrait à ma place ce dont j'ai besoin, sur la relation amoureuse qui magiquement pourrait concorder avec mes besoins de façon spontanée et harmonieuse, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose que j'ai dû admettre. En fait, il y a personne d'autre que moi qui va faire le travail de me respecter. Et si je me retrouve dans des situations où des gens abusent de ma gentillesse, de mon temps, de mon énergie, de mon corps, etc., j'ai le devoir de me défendre comme si j'étais un adulte qui protège son enfant, sauf qu'en fait c'est maxi moi qui protège mini moi traumatisé. Et ça, j'en parle aussi dans la vidéo sur le fait d'apprendre à prendre soin de soi à l'âge de 27 ans, où en fait c'est littéralement devenir l'adulte protecteur qu'on n'a jamais eu quand on a été un enfant maltraité, comme ce que j'ai témoigné notamment dans cette playlist qui parle des violences domestiques que j'ai pu vivre toute mon enfance et adolescence. Bref, tout ça pour dire que maintenant ça va beaucoup mieux, qu'il
qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment en ce qui concerne le domaine de l'intimité, mais que je suis sur une très bonne voie et que je me sens vraiment beaucoup mieux que ce que je pouvais vivre à cette époque-là il y a 4 ans. Et ça fait du bien finalement de voir que y a de l'évolution, oui, 4 ans ça paraît être beaucoup de temps, mais je me souviens de ce que je vivais à ce moment-là de ma vie et je peux te garantir que franchement si on m'avait dit que 4 ans plus tard je serais là où je suis maintenant, j'y aurais pas cru. Donc je suis très fière de moi. Ça m'émeut pas mal de me rendre compte que tout ça avance, parfois difficilement, mais ça avance quand même, et que oui, c'est possible de résoudre un peu la malédiction, de briser un peu le sortilège comme ça, étape par étape. Donc voilà, je suis très fière de moi, je suis très contente de voir toutes les ressources que j'ai pu mobiliser pour pouvoir y arriver, et surtout le fait de les avoir partagées, parce que comme d'habitude, absolument toutes mes trouvailles, je les partage dans mes vidéos tout au long de l'année, et depuis maintenant plusieurs années. Donc voilà, je suis trop contente de voir que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, dis-moi si toi t'es passé par un cheminement similaire ou non, peu importe. Mais ouais, franchement, je suis très satisfaite là. Bref, je pense que je vais terminer ma vidéo là. Je tiens à remercier à nouveau la marque Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je rappelle que du coup, il y a une promotion exceptionnelle sur tout le site qui t'offre moins 70% de réduction sur les produits via le lien que tu trouveras dans la description à l'occasion du Black Friday. En tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Au début, j'avais un peu peur de ce que ça allait me faire sentir, et en fait, juste ça m'a fait voir l'évolution et le parcours que j'ai fait depuis tout ce temps. Et ouais, c'est très valorisant, ça fait du bien. Et je suis très contente de l'avoir faite. Donc voilà, si ce genre de format te plaît, n'hésite pas à me proposer d'autres vidéos que j'ai faites par le passé sur lesquelles tu voudrais que je revienne aujourd'hui. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.